Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur la formation continue, telle que nous la proposons à l'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne. Nous allons nous présenter. Donc Françoise Mille, chargée de mission à la formation continue et je réponds aussi aux appels d'offres. Et donc Julien Leloup, directeur de la formation professionnelle, du développement et des partenariats, qui, au sein de ce périmètre assez large, euh, gère aussi avec Françoise la formation continue. Alors, la formation continue à l'IRTS, on va vous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez au fur et à mesure de l'exposé qu'on va vous faire. Et nous y répondrons, si vous le voulez bien, en fin de présentation, ce qui permettra de ne pas hacher, hein, évidemment, tout ce que l'on a à vous dire. Donc, la formation continue à l'IRTS, qu'est-ce que c'est? Donc on parle souvent dans la formation continue des formations courtes, entre 1 et 15 journées. C'est des formations qu'on dit normalement non qualifiantes. Certaines peuvent être certifiantes. Dans la formation continue, on englobe aussi l'analyse de la pratique, la supervision. On développera tout ça un petit peu plus tard. On propose aussi des formations spécifiques pour les nouveaux diplômés, les nouveaux salariés. Et puis, la formation continue, ça peut être aussi la mise en place de conférences ou de webinaires. Donc, quand on est à une grosse institution, on peut commencer une journée où tout le monde entend la même chose sous le mode de conférence interactive. Et puis, dans la formation continue, on est aussi sollicité pour écrire des projets d'association, des projets d'établissement, voilà, la réécriture des éléments importants dans notre secteur. Alors, rapidement, donc notre établissement, alors qui comporte 3 sites hein, de formation, donc Montrouge dans les Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis, et Meaux depuis donc début septembre en Seine-et-Marne. Donc voilà, on est vraiment l'IRTS de la petite et de la grande couronne, hein, parce que voilà, nous disposons de 3 sites bien répartis. Donc l'IRTS est géré par une fondation hein, qui a fêté cette année c'est 125 ans, nous formons plus de 2500 personnes chaque année. Nous sommes naturellement certifiés Calliope, hein, ce qui permet aussi une prise en charge financière des formations et les remboursements par les OPCO. Et nous formons à tous les diplômes du travail social, du niveau 3 au niveau 7. Les publics. Alors, les publics concernés par la formation continue sont en général des personnes qui sont en poste. Ça peut être aussi des nouveaux salariés, parce qu'on s'est aperçu que même s'ils viennent d'être diplômés, ils ont besoin de soutien spécifique du fait de leur entrée en poste. Et puis, on va pouvoir leur proposer de se retrouver, de continuer. Ça peut être de l'analyse de la pratique, de récits, pourquoi on en est arrivé dans tel poste. Souvent, on a plus de mal quand on est nouveau salarié à dire les difficultés qu'on rencontre, et donc on a mis en place des formations spécifiques pour les nouveaux salariés, les nouveaux diplômés. Nous avons aussi, on va développer prochainement des formations sur la certification. Donc les certifications, c'est avec le compte formation. Ça peut être aussi, on va tenir compte non pas de l'expérience professionnelle, mais aussi on tient compte de l'expérience en tant que bénévole, en tant qu'élu. Donc c'est aussi des formations qui s'ouvrent à un plus grand champ de personnes. On propose aussi, donc là, toutes les formations, vous les verrez sur notre site qui est alimenté régulièrement par des nouvelles offres, des formations, ce qu'on appelle en inter, c'est-à-dire des formations où les personnes de plusieurs établissements ou qui veulent se rencontrer vont pouvoir se trouver pour des formations les uns avec les autres qui sont intéressés sur les mêmes thématiques. Il y a le travail social collectif, il y a accompagnateur VAE, les écrits professionnels. Voilà. Donc l'intérêt aussi, c'est de permettre de connaître d'autres professionnels, voire d'être intéressé sur une même problématique alors qu'on vient de champs différents.
Et puis on a les formations en intra, c'est ce qu'on développe le plus parce que c'est vraiment très spécifique aux associations, aux établissements. Et voilà, donc c'est ça peut être sur intervenir en logement diffus. C'est souvent des nouvelles formations qui vont répondre à un besoin très spécifique une fois qu'on est sur le terrain. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la formation continue, c'est que ça s'inscrit dans ce que le législateur a illustré par la phrase la formation tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'on est diplômé à un instant T d'un diplôme du travail social et on voit émerger, parce que la société est mouvante, de nouvelles problématiques rencontrées par les populations ou des évolutions réglementaires. Il est absolument nécessaire, dans le cadre de son emploi au quotidien, effectivement, d'être très au fait de toutes ces évolutions, en termes de loi, naturellement, mais aussi en matière de compétences plus spécifiques, de méthodologies plus spécifiques issues d'une littérature nouvelle. L'idée de la formation continue, c'est celle-là. Et ce que nous considérons comme la forme de formation continue la plus aboutie, c'est celle qui consiste à se préparer au changement. C'est-à-dire qu'on a tendance, et c'est vrai qu'on le voit assez régulièrement dans nos sessions, c'est-à-dire qu'on a tendance à observer que on a un problème, et donc on va se former dans le cadre de la formation continue. Bien évidemment, c'est un mécanisme logique. Je veux savoir quelles sont les causes de ce problème et comment pouvoir les surmonter. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se dire, dans quelques mois, dans quelques années, voilà une problématique nouvelle qui va arriver. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre sur ce laps de temps qui m'éloigne de cette nouvelle problématique comme parcours de formation pour être prêt au moment où la problématique arrive et ne pas se retrouver en difficulté. Parce que parfois, quand on arrive en formation continue et qu'on est en difficulté, on va trouver des réponses tout de suite, comme si la formation continue pouvait donner une espèce de guide universel ou un manuel qui permet à tout le monde de comprendre les situations humaines. Naturellement, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la formation continue, en tout cas pour qu'elle puisse prendre toute sa mesure et tout son intérêt, c'est de prévoir les besoins de demain que l'on aura en tant que professionnel. Alors, après, il y a d'autres objectifs, naturellement, à la formation continue. Par exemple, je suis nouveau diplômé, alors j'ai été en stage tout au long de ma formation, donc avec des périodes de stage et des durées de stage variables en fonction des formations, et j'arrive dans un établissement au sein duquel je ne me sens pas très à l'aise parce que j'ai des difficultés à me sentir légitime du fait de mon diplôme récent, du fait de l'expérience que peuvent avoir mes collègues et du fait de, comment dire, je n'ose pas en fait. Je n'ose pas y aller parce que je suis tout nouveau. Donc nous, on propose des dispositifs de formation à destination des nouveaux diplômés, de l'analyse de pratique spécifique aux nouveaux diplômés, parce que quand je suis nouveau diplômé, je rencontre une problématique qui est partagée par un autre collègue dans une autre institution, dans un autre champ. On est tous traversés par ces problématiques-là. Nous-mêmes, nous sommes travailleurs sociaux. Nous avons été traversés par ces problématiques de légitimité. Et donc, j'ose pas trop dire que je suis en difficulté, parce que déjà que je suis nouveau, si en plus je dis que j'y arrive pas, alors là, on va pas me reconnaître du tout dans les compétences professionnelles que je peux déployer. Donc ça, c'est extrêmement important. On peut aussi avoir des formations continues, alors là, très courtes, sur de l'adaptation à l'emploi. C'est-à-dire que je suis professionnel, j'ai exercé pendant 10 ans dans le champ du handicap, je considère que voilà, j'ai besoin d'un nouveau souffle dans ma carrière et donc je souhaiterais aller dans un autre champ. Sauf que, voilà, j'ai travaillé dans le champ du handicap pendant 10 ans, je vais travailler dans la protection de l'enfance, il s'est passé des choses pendant les 10 années que j'étais dans le champ du handicap, dans la protection de l'enfance. Donc c'est comment, bien évidemment, me mettre à la page, si je puis dire, alors un peu trivial comme expression, mais comment je peux me mettre au niveau attendu en termes de connaissances réglementaires, en termes de problématiques des publics, et donc on va plutôt appeler ça de l'adaptation à un nouveau poste. C'est un peu l'idée. Alors après, on a également tout le volet compétences, c'est-à-dire que je suis professionnel, je sens qu'il y a une évolution sur
la méthode des écrits professionnels, voilà, je vais pouvoir travailler cette compétence dans le cadre de sessions de formation dédiées avec une formatrice ou un formateur expert du sujet, parce que l'intérêt, c'est aussi de partager tout ça avec un expert légitime pour dispenser un contenu à des professionnels. Je te laisse poursuivre sur les objectifs. Ça permet aussi donc d'avoir une amélioration des services rendus parce que les publics changent et pour s'adapter au nouveau public, il faut aussi savoir, à titre d'exemple, il y a des personnes avec du spectre de l'autisme dans des établissements qui étaient après plus sur un autre type de handicap, sur la déficience intellectuelle. Il y a des personnes qui ont maintenant des gros troubles du comportement, donc on sait moins bien faire. Donc voilà, ça c'est en fait ça permet toujours d'améliorer parce qu'on va se réadapter à des nouveaux publics parce qu'on sait très bien que nous qui sommes anciens dans le métier, il y a des modifications dans les services. Ça redynamise aussi l'équipe, la formation, c'est-à-dire on arrête d'être dans le quotidien, d'arrêter de pédaler un peu un peu dans la cage d'écureuil en train de tourner, on se pose, on réfléchit, on voit aussi des concepts et puis d'un coup on se dit ah bah oui mais ce que je fais ça a été conceptualisé, c'est aussi ça, c'est on se pose, ça permet d'avoir aussi d'autres temps avec ses collègues, d'avoir une harmonisation des pratiques. Voilà, ça permet aussi, voilà, et ça va redynamiser l'équipe quand on est un peu à bout de souffle parce que voilà, on refait un peu tous les mêmes gestes qui terminent par des fois perdre du sens. Ça permet aussi de cette harmonisation des équipes, c'est fait de la cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'on va non plus travailler chacun dans son champ, mais essayer de travailler ensemble dans un but commun. Et c'est parfois la formation qui permet de se poser, de se dire c'est ça dont on a besoin, de réfléchir ensemble, de mettre les mêmes mots. Et ça permet d'avoir moins de conflits dans les équipes. Et la formation, du fait de se poser, de réfléchir, rentre dans la qualité de vie au travail. C'est contributif, avoir des meilleurs temps de travail du fait qu'on réfléchit, on prend du recul, on se pose, on va dans un autre lieu parfois, on va avec d'autres collègues. Et puis dans la pause, il y a aussi dans la formation tous les moments interstitiels qui permettent d'échanger quand on est en formation en inter, de voir, de se dire tiens on a les mêmes publics mais comment on les prend en charge de manière différente, ce qui est bien, ce qui est moins bien, comment on peut changer. Le déploiement de la formation continue. Alors, la formation continue, c'est ce que Julien disait tout à l'heure, ce qui est important c'est de l'anticiper. Plus on l'anticipe, plus on va pouvoir elle va être efficiente. Donc, il faut déjà identifier les besoins qui sont parfois pas toujours dits. Puis des fois, on dit c'est quoi tes besoins, mais si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas y répondre. Donc, de ce moment-là, c'est des moments tout au long de. Ça peut être pendant des temps de réunion de s'apercevoir qu'on est bloqué ou qu'on est bloqué sur une situation, sur une méthode. Voilà. Donc, c'est un peu de commencer à évoluer, à voir les besoins. Parfois, les besoins vont être repérés par une personne qui dit « je voudrais être en formation sur telle thématique ». Mais on va s'apercevoir que cette thématique, elle peut intéresser bien d'autres personnes. Donc, c'est pas forcément de demander de faire une proposition pour une personne, mais pour plusieurs membres de l'équipe. C'est aussi de bien identifier les problématiques sur le terrain pour pouvoir non pas se dire comment on sait que cette problématique revient, comment on va faire quand on parle d'intervention dans les logements diffus, avant c'était simple, tout le monde était dans un foyer au même endroit et donc là c'était pratique, on voulait aller voir chaque personne, on les avait tous sous le coude. Maintenant ils sont dans des logements, on a changé ces pratiques, mais comment on intervient, comment on manage quand les professionnels sont à domicile des personnes, comment on intervient à domicile dans le territoire de l'autre. Donc toutes ces questions sont bien des nouvelles questions, des nouvelles approches et il s'agit de se poser un moment, par exemple, sur cette thématique-là. Donc ça montre bien que voilà, c'est des nouvelles dispositions, des nouvelles organisations. La formation, donc, ça s'anticipe parce que ça permet de définir les attentes, de voir le remplacement, le bon moment, parce que si on s'y prend en octobre pour le mois de décembre, forcément,
les dates, tout le monde va vous dire, bah oui, mais soit c'était la fête de fin d'année, soit c'était la formation. Sinon, il y a déjà beaucoup de remplacements. C'est au moment d'un transfert dans un établissement, ben donc on est déjà en sous-effectif. Donc voilà, donc après on n'ose pas aller en formation, on s'absente, ou les formations, ben il y a ce qui peut arriver, hélas. On va dire, bah non, tu peux pas aller au troisième jour de ta formation parce que tu dois intervenir, tu dois faire des remplacements. Donc là, c'est vraiment, ça s'anticipe pour voir le meilleur moment pour pouvoir choisir le temps de sa formation quand c'est des formations en intra où on peut choisir ses dates. Plus c'est fait en amont, plus on peut communiquer sur les attendus, de travailler pourquoi le choix de cette formation. Parce qu'une formation qui va être bien ficelée, bien préparée, ben, elle va bien se dispenser parce qu'on aura bien vu les attentes. L'intervenant pourra adapter au plus juste parce que les formations en intra, c'est vraiment de la haute couture. Donc on va s'adapter au mieux, le plus précisément aux besoins qu'on va repérer. Et puis, il y a des formations qui sont obligatoires, des formations non obligatoires où chacun va pouvoir. Mais si c'est des formations obligatoires, ça veut dire que c'est des orientations données par le conseil d'administration, par des orientations, des axes dans les établissements. Il faut bien comprendre que c'est important d'y aller parce que c'est des nouvelles pratiques ou des nouvelles réflexions qu'on veut avoir. Et donc, c'est pas parce que c'est obligatoire que c'est sûr que c'est imposé, mais c'est important d'y aller et que les personnes participent et comprennent les enjeux d'une formation. Et c'est ce qui permet d'être bien dans d'offrir aussi des bonnes conditions de formation. Et puis là, je m'adresse plus particulièrement aux employeurs. Si vous avez le sentiment d'un besoin que rencontreraient vos équipes, un sentiment de besoin, n'hésitez pas à entrer en relation avec nous parce que nous, on va travailler avec vous pour affiner et poser des mots sur le besoin réel afin de nous permettre, nous, derrière, de déployer tout un programme de formation. Et de la même manière, si vous souhaitez travailler avec nous, en tout cas qu'on vous amène notre modeste expérience et expertise pour travailler le sujet des plans de formation, n'hésitez pas, nous sommes tout à fait disponibles pour travailler ce sujet. Donc, dans la formation continue, on a déployé aussi des gaps et on a identifié en fait des besoins qui sont différents suivant les équipes. Donc parfois ça répond le gap à des besoins identifiés sur des difficultés sur le terrain, mais ça peut être aussi il faut parfois que le gap soit dans une équipe qui soit apaisée. Donc des fois, c'est pas forcément de l'analyse de la pratique, mais on pourra mettre en place de la régulation avant. Il y a eu des conflits entre une personne. Comment on peut régler les conflits? On peut travailler d'abord sur du co-développement. On a aussi des formations en co-développement. Donc il faut définir les attentes, les remplacements, parce que parfois on nous dit il y a 10 personnes, puis en fait compte on est obligé d'aller les chercher parce qu'entre-temps le planning a été modifié 3 fois, ce qu'on peut tout à fait entendre, mais c'est des moments assez précieux et qu'il faut montrer cette préciosité dans une partie linéaire. Donc c'est aussi de bien communiquer en amont quand sont les gaps et voilà. Et on a adapté des gaps puisqu'on a des gaps spécifiques sur la petite enfance. On a des gaps pour, on pourrait dire, les MAS et les EHPAD et tous les établissements qui sont avec du personnel H24 sur 365 jours. Donc on sait que le deuxième gap, ils seront ou en repos ou en vacances. Et donc, le gap fait ce qu'on appelle, nous, un gap entité. Ça veut dire qu'il y aura un début, une fin dans la séance pour que la prochaine séance, ça soit d'autres personnes et il n'y a pas une suite parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie des personnels qui ne seront pas forcément là pour la deuxième séance. Donc, on l'ouvre à plus de personnes et c'est assez spécifique et les intervenants ont été formés de cette manière-là. Voilà pour les gaps. Alors,
s'il n'y a pas une formation adaptée, quels sont les risques pour les professionnels et la direction au travail social? Souvent, la formation, elle est parfois un petit peu prise au dernier moment. Il y avait des envies, mais face à l'urgence, le dossier formation passe en dessous, en dessous, en dessous, puis tout d'un coup, on se dit, ah ben oui, mais on avait demandé cette formation. Et donc, c'est fait un peu dans la précipitation ou ce n'est pas fait. Donc, il y a un manque pour les équipes de ce qui se fait sur les bonnes pratiques, sur les améliorations des prises en charge. La formation, s'il n'y a pas de formation, au bout d'un moment, il y a une perte de motivation parce que on est dans le fer, comme je disais, on est un peu dans l'écureuil dans sa roue qui tourne, qui se relève plus, qui se pose plus, qui s'épuise. La formation, ça permet aussi de se poser, d'avoir une meilleure satisfaction. En général, il y a un retour que ça a permis de se poser, d'avoir une meilleure adaptation au public dont on s'occupe. Et puis, le fait de ne pas être formé peut entraîner des mauvaises pratiques. Et il ne faut pas oublier que quand il y a vraiment des incidents graves dans un établissement, on va demander le plan de formation des dernières années et des prochaines années, ce qui était vu, parce qu'on va estimer que si les personnes n'ont pas été formées, c'est aussi la responsabilité des cadres et de la direction. Donc souvent, les responsables d'établissement doivent être très vigilants aux formations proposées et de leur application dans des bonnes conditions. Oui, ça c'est extrêmement important, hein. La formation, c'est pas un loisir, ça s'inscrit dans une obligation. Et de la même manière, hein, on parlait voilà, de la cohésion d'équipe. C'est aussi un outil de fidélisation. C'est-à-dire que quand un employeur déploie des formations, ça crée de la cohésion d'équipe, ça crée de l'entraide, ça crée du savoir, de la connaissance, de l'intelligence collective. Et donc derrière, il y a moins de phénomènes, et ça on le constate, hein, de rotation dans les équipes, et les professionnels restent davantage dans les établissements ou services dans lesquels ils travaillent. Donc, nos méthodes pédagogiques sont des méthodes interactives. On va faire participer les apprenants. C'est toujours illustré de situations concrètes. On va essayer de les prendre sur le terrain, mais les formateurs ont suffisamment d'aisance pour amener aussi leur propre situation. Donc, ça va être toujours des liens entre les concepts, ce qu'on voit sur le terrain, comment on pourrait faire, et c'est très interactif. C'est pas du descendant, voilà. C'est des groupes maximum de 15 personnes, ce qui permet de faciliter les échanges. Il y a toujours des supports qui sont donnés, voire on peut même après en redistribuer si pendant le temps de formation, il y a un article qui nous intéressait. C'est vrai que nous, on s'appuie aussi, nos intervenants peuvent s'appuyer sur le centre de ressources pédagogiques. Donc, on a la chance d'être un grand IRTS et d'avoir plusieurs deux centres de pédagogiques à nos dispositions. Donc, ils peuvent nous alimenter aussi sur des textes, des BD, des romans. Et les formateurs sont des formateurs aguerris qui ont une très bonne connaissance de leur thématique. Ils sont en général formés à la formation pour adultes. Ils ont une expérience et une connaissance de terrain. Voilà, c'est ce qu'on demande aux formateurs. Donc on a aussi la chance d'être sur les formations initiales. Donc parfois ils commencent sur des formations initiales, ils voient les cœurs de métier, puis ensuite ils peuvent développer leur pratique auprès des publics en formation continue. Voilà, donc c'est des personnes qui sont aguerries, qui ont souvent un sujet très pointu. On a eu sur l'analyse systémique, les entretiens motivationnels. Donc c'est des personnes qui vont utiliser ces techniques-là au quotidien et qui peuvent bien transmettre. Et donc, ce qu'il faut retenir, hein, vraiment, c'est que vous amenez d'abord la matière, en tout cas en séance, mais l'intervenant, hein, qui va animer les séquences de formation aura été aussi informé du diagnostic, hein, qui a conduit effectivement l'établissement ou les personnes à vouloir faire cette formation. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça ne s'inscrit pas dans rien. Ça s'inscrit dans une continuité. Il y a une demande de formation, il y a une analyse de notre part qui est faite, il y a une proposition qui est envoyée.
L'intervenant est évidemment associé très vite à la proposition de formation. La formation est déployée, satisfaction derrière. Il y a évidemment des enquêtes de satisfaction derrière, parce que c'est important aussi d'identifier la manière avec laquelle vous avez vécu ce temps de formation, mais aussi ça nous permet d'identifier peut-être des besoins de formation complémentaires. Parce que la formation, ça ne s'arrête jamais. On n'est jamais assez bien formé. Et donc la question de la formation complémentaire après des sessions de formation programmées, là aussi, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous et pour vous. Donc, comme je disais en introduction, on a des formations en inter que vous pourrez voir sur notre site. Et puis, on a aussi des formations qu'on voit moins, qui sont en intra, qui sont retravaillées, comme je disais, voilà, on est dans la haute couture, on va repréciser, on peut faire j'ai des échanges avec les directeurs, avec aussi les chefs de service et les personnes qui vont demander pour être au plus près des besoins et plus spécifique au public accueilli. Donc je vous renverrai sur notre site pour vous, voilà, mais on a des formations qui sont plutôt liées à l'accompagnement, d'autres, comme j'ai dit, sur l'analyse de la pratique, sur des techniques professionnelles, ça peut être sur les lois, sur les écrits. On peut aussi faire des audits, du coaching. On a des formations sur le management directement. On a aussi des gaps pour les équipes de direction, parce que on est souvent sur des postes isolés. Donc là, ça se fait plutôt sur nos sites de Montrouge. Sur les nouvelles offres, sur l'éveil juridique. Donc il y a eu des changements, c'est comprendre les changements, les enjeux, donc tout ce qui concerne l'éveil juridique, et puis des formations certifiantes. On est aussi sur des formations en travail social et aussi des formations un peu plus liées sur le sanitaire. Et on essaye de déployer à chaque fois sur des formations généralistes, mais aussi sur la petite enfance, sur les personnes âgées, on a les formations aux gestes d'urgence, mais aussi gestes d'urgence en crèche, gestes d'urgence 1 et 2. Donc, on essaye de déployer un maximum pour couvrir un peu les besoins dans notre secteur qui s'agrandit. Il y a le lien, mais on trouve facilement sur notre site, sur IRTS Montrouge, Neuilly, et ensuite sur formation continue. Alors, on a un process auquel on tient et sur lequel on déroge pas. Donc, il y a un recueil de besoins où c'est à ce moment-là on peut vous rencontrer, échanger par téléphone, Teams, sur place. À partir des besoins que vous avez soit recueillis, soit qu'on peut analyser ensemble, on va faire une proposition avec des objectifs opérationnels, la durée de la formation, quel moment. On va vous adresser un devis. À la signature de devis, c'est-à-dire une fois qu'on est bien d'accord sur les contenus et sur le montant, on va fixer les dates qui sont, ce que je disais, aussi importantes ça fait partie du processus. Et des locaux, ça peut arriver à titre exceptionnel que ce soit dans nos locaux, surtout à Montrouge. On a aussi des locaux à Meaux, ce qui permet des fois de décentrer l'équipe, donc de plus être pris et s'il y a plusieurs équipes qui sont même dans d'autres régions, ça permet de se centrer sur Paris ou sur la petite couronne, là où nous avons nos établissements. Il y a à la suite du devis signé, de la date proposée, on signe ensemble une convention. Et puis à partir de ce moment-là, il y a la liste des participants. On sait que voilà, c'est un minimum de 5, ça peut aller jusqu'à 15. Et à partir de ça, on va aussi proposer avant la formation les besoins qu'on va demander aux personnes, pourquoi ils ont demandé cette formation, si elles l'ont déjà suivie. Donc pour que l'intervenant, même s'il fera un tour de table et verra les attentes, qu'on ait déjà un début de recueil des attentes personnalisées.
Et puis, donc après, nous avons l'évaluation, la formation se déroule avec la suite de la formation, il y a une évaluation des objectifs de la formation, comment ça s'est passé, sur lequel on pose les questions pour savoir si les personnes, ça a donné envie d'avoir d'autres formations. Donc ça peut donner aussi des idées d'une suite ou quelque chose de différent, mais ça c'est réactivé. Parfois aussi, on peut arriver à voir dans des établissements des gens qui ont été un peu fâchés avec l'école, ils en sont un peu sortis et ils ont plus envie et la formation ressuscite des besoins de formation. Parce que aussi, des fois, il y en a certains, ils veulent absolument pas s'inscrire, mais comme je disais, c'est une responsabilité des cadres de direction que tous les personnels aient une formation continue, puissent s'adapter à des nouveaux besoins. Et c'est aussi là où on va redécouvrir que les formations sont des formations où on intervient, où c'est pas noté, donc c'est aussi intéressant de démystifier un peu. Parce qu'il y en a certains, je connaissais des collègues qui disaient ah, il va falloir que je tienne mon stylo, du style. Voilà. Je suis toujours l'interlocutrice privilégiée pour la formation. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, c'est arrivé qu'il y ait des inondations dans l'établissement, des choses comme ça, ben on va pouvoir reculer. Il y a une formation où ça peut un peu moins bien se passer, ben voilà, on voit ensemble comment ça peut mieux se développer. Et l'idéal, c'est de se prendre au minimum 40 jours. On peut s'arriver qu'on réagisse très vite, mais plus la formation elle est travaillée en amont, plus la formation se déroule dans la sérénité. Oui, oui, et puis c'est vrai que nous, on peut réagir très vite et on le fait Oui, alors, régulièrement. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est derrière pour positionner l'intervenant expert. Parce qu'au dernier moment, c'est vrai que nos intervenants experts sont énormément déployés sur des actions de formation. Que, voilà, il peut y avoir un problème aussi malheureusement d'agenda qui ne permet pas à cet intervenant de pouvoir accompagner le groupe dans la découverte de nouvelles compétences, connaissances ou méthodes dans le travail social. Mais bien évidemment, la formation a un coût. Elle n'est pas gratuite. La gratuité n'existe pas. Hein. Et donc, pour les coûts de la formation. Voilà, donc ce qu'on appelle en inter, c'est un coût individuel. Il faut savoir que parfois, il y a des directeurs qui vont nous proposer 2-3 personnes en interne, mais ça peut être intéressant aussi de proposer cette formation en intra pour plus de personnes dans son équipe, parce qu'on peut se dire que si une formation commence à être intéressante pour 3-4 personnes, elle peut l'être pour plus. Il y a des formations en intra, donc là le prix il est défini, un horaire c'est un taux horaire qu'on multiplie. Nos journées de formation sont en général de 7 heures. Rarement ça peut arriver 6 heures. Il y a aussi on anime aussi des journées pédagogiques. Et là, ça peut être c'est souvent dans les crèches que c'est demandé, et c'est sur une journée de 5-6 heures. Pour la formation en intra, c'est pour un groupe de 15 personnes, donc parfois ça peut être aussi intéressant de proposer à un autre établissement du même genre de pouvoir compléter la formation. Chacun en a mis 7, on a un grand groupe, ce qui permet de couper les coûts en deux. Les formations sont proposées, ça peut être pris en charge par l'OPCO. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a une proposition et un devis. Donc l'OPCO, ça sera leur demande minimum pour voir la formation et avoir tous le dérouler, les contenus pour voir si ça rentre dans leur champ d'orientation. Et puis, il existe dans les établissements des crédits non reconductibles, qui peut être sur des interventions un peu plus spécifiques. On a eu sur accompagner des groupes sur l'éthique. Ça peut être sur sur une année, on va montrer qu'on a une orientation dans l'établissement sur un besoin spécifique. Et à ce moment-là, au lieu de, si ça rentre pas dans le budget de l'OPCON, on peut le demander dans le cadre de son budget, dans les crédits non reconductibles. On peut vous aider aussi pour reformuler tous ces besoins en formation, parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir une formation de qualité et de pouvoir offrir aux professionnels des formations et une adaptation au nouveau public, au poste, aux nouvelles orientations, à la nouvelle législation. Et on sait que ça bouge beaucoup.
Et voilà, donc pour une présentation naturellement succincte de notre service formation continue à l'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne, mot qui apparaîtra très prochainement en dessous du logo, parce que c'est assez récent. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour ceux que ça intéresse, pour poser des questions dans le fil de discussion. Notre service communication, toujours très Mhm. efficace, a bien précisé que vous pouvez poser vos questions directement. Voilà, on va attendre quelques Oui, minutes. Et oui, puis, oui. s'il n'y a pas de questions, voilà, on vous souhaitera Et puis on est toujours une excellente fin de disponible. journée. Et voilà. Exactement. Madame Mille est évidemment disponible pour toutes les questions que vous vous posez sur ce vaste champ de la formation continue. Et puis, l'assistante du service, Madame Dounia Amdaoui, qui, elle, est aussi très précieuse parce que tout l'administratif Hum. de la formation passe par elle. Donc, voilà, il ne semble pas y avoir de questions. Donc, on va vous remercier d'avoir écouté tout ce qu'on avait à vous dire. Et voilà, on compte sur vous si vous avez des questions a posteriori pour nous les envoyer. Excellente fin de journée. Et merci Et Françoise. merci Julien et à très bientôt. À très bientôt.